Confinement et syndrome du hérisson. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on vous a préparé un petit webinaire rapide sur syndrome du confinement et syndrome du hérisson. Ça démarre bien. Et en fait, ça s'est passé de la façon suivante, cette préparation. Nous étions en petite réunion en train de rechercher l'inspiration pour ce webinaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai partagé avec mes collègues, donc Jocelyne, Virginie, Véronique, une histoire que j'avais écrite et qui s'était inspirée du personnage du petit hérisson que mon cousin, qui est illustrateur, avait commencé à dessiner. Et cette histoire nous a semblé tout à fait pertinente pour illustrer ce qu'on voulait apporter sur la connexion émotionnelle et le monde affectif de l'autre dans cette période de confinement. Et du coup, je vais d'abord vous raconter cette petite histoire avec les illustrations qu'on a eu le temps de faire. Et puis, il y aura après une petite réflexion donc justement sur la connexion émotionnelle et puis la mentalisation. Donc, la famille hérisson, comme toutes les familles actuellement, est confinée. Léo, petit hérisson de 5 ans, demande « Papa, je peux sortir ?» Mais papa est au télétravail. Il tourne le dos à son fiston, un peu énervé d'être dérangé, et lui répond « Non, ce n'est pas possible. » Léo se pique alors le bout du nez sur les épines de papa. Il a un peu mal, et puis il est un peu en colère aussi. Léo décide d'aller voir sa sœur, Lucie, et lui demande « Lucie, tu peux jouer avec moi ?» Mais Lucie travaille. Elle fait l'école à la maison. Elle a des tonnes de devoirs. Elle lui répond « Fou, laisse-moi tranquille, je fais des choses importantes, moi. » Et elle lui tourne le dos. Léo a de nouveau le bout du nez égratigné. Là, il est encore plus en colère et tout énervé. Il décide d'aller voir maman. Elle saura lui faire un câlin tout doux qui soignera ses bobos de cœur et de bout du nez. Mais maman, elle aussi, est énervée. Elle doit tout ranger, tout nettoyer, travailler sur son ordinateur, surveiller les devoirs de Lucie, faire à manger. En plus, elle doit laisser papa tranquille et ne rien demander. Il travaille et elle s'est déjà piqué 2 fois le bout du nez. « Maman, je m'ennuie, dit Léo. » Maman lui répond « Écoute Léo, j'ai trop de boulot, trouve-toi une occupation. » Elle se tourne et se penche pour prendre le panier à linge. Une fois de plus, Léo se retrouve à se faire piquer le bout du nez. Tout dépité, les larmes commencent à perler. Les épaules voûtées, il se jette sur le canapé, le cœur lourd d'avoir l'impression de déranger. Finalement, il se met à regarder la télé. Personne ne se parle plus dans la famille. Chacun est un peu tout seul, isolé dans son activité. Quand au bout d'un moment, maman lui demande d'éteindre la télé pour venir manger et aller se coucher, Léo n'obéit pas. Il a l'impression qu'il ne s'est rien passé de la journée et il est fâché. Il se sauve avec la télécommande de la télé. Papa, maman et Lucie essayent de le rattraper, mais il se cache et tout le monde se pique le bout du nez quand ils essayent de le retrouver. Plus personne ne peut ni manger, ni travailler, ni aller se coucher, et maintenant tout le monde est énervé. Mais tout le monde s'occupe de Léo, qui est bien content de jouer à cache-cache. Et papa s'est mis à crier. Léo a pleuré, maman l'a couché. Il est puni pour avoir désobéi. Ce soir-là, personne n'est content. Maman se couche en pensant à son petit Léo, qui a dû bien s'ennuyer toute la journée. Lucie se sent toute désolée et voudrait aider. Papa se dit que bon sang, le télétravail, c'est pire que d'être absent. Le lendemain, après une nuit bien agitée, Lucie décide qu'il faut parler. « J'ai une idée », annonce-t-elle. « Il faut se synchroniser ». Et c'est ainsi que la famille Hérisson a réussi à trouver la solution. Tout le monde a travaillé en même temps sur les écrans. Tout le monde a fait la chaîne pour ranger, faire à manger et cuisiner avec maman. Et enfin, tout le monde a joué avec Léo et tout le monde s'est bien amusé. Alors, c'est la fin peut-être de cette petite histoire-là, mais peut-être pas la fin des aventures de la famille Hérisson.
Et moi, j'aimerais rebondir avec cette petite histoire sur cette notion de synchronie qui est un peu la solution de cette petite histoire. Donc, la synchronie dyadique, c'est vraiment en lien comme notion avec la notion de connexion émotionnelle, hein, se sentir en connexion. Alors, on parle de synchronie dyadique quand on est à 2 personnes, et puis triadique quand on est à 3. Et évidemment, au fur et à mesure du nombre de personnes, on augmente. Alors, qu'est-ce que c'est que la synchronie dyadique? Eh bien, en fait, c'est une adaptation dynamique, donc c'est quelque chose qui change tout le temps, et réciproque entre les partenaires, hein, c'est de l'un à l'autre, de la structure temporelle des comportements entre partenaires interactifs, c'est-à-dire c'est les rythmes, en fait, on parle de rythme, de la façon dont on va se mettre ensemble. Et cet accordage se fait en fait simultanément sur différentes modalités de l'interaction. Donc, les modalités vocales, quand on parle, hein, le tour de rôle, je ne parle pas en même temps que les autres, j'attends mon tour. Visuel, je regarde ou pas. Hein, des fois, on a besoin de déconnecter un peu son regard pour pouvoir revenir. C'est corporel aussi, vous savez à quel point quand on écoute avec attention quelqu'un d'autre, on a tendance à mimer sa position. Et émotionnel, donc là, la connexion émotionnelle, en fait, elle se fait par rapport au niveau d'activation neurophysiologique. Si vous avez quelqu'un qui monte en stress et dont le corps commence à s'agiter, ben en face aussi, on monte en général. Et donc, il y a un appairage qui se fait dans les niveaux neurophysiologiques de fonctionnement du corps. Alors, ça donne ça chez les tout petits. C'est la base hein, sur laquelle on se construit, sur laquelle se construit le développement socio-émotionnel du tout petit. Et vous voyez, ce bébé complètement se voit en miroir dans le visage de sa maman. Et puis, j'ai pas pu résister. J'ai mis une petite vidéo qui tourne un petit peu sur Facebook en ce moment, mais qui est très, très illustratrice de ce à quoi ça ressemble, la synchronie dyadique, quand ça marche bien. They need to work on that, right? Yes, okay. Did you understand it though? No. Okay. All right. Oh, not this one. This is now the other. Yeah, that's the last one. That's what I was wondering. I don't know what they're gonna do next season because they did some stuff this time. Exactly what I was thinking. Oh yeah. Right, don't bring that in. You know what I'm saying? Don't do the same stuff. You know what I'm saying? Yeah, that's like that. Yeah. Like go somewhere else with that, but don't bring it here. You know what I'm saying? Yeah. That's what I said. He was like, you know what I'm saying? And I was like, what in the world? Don't do that here. You know what I'm saying? Yeah. Really? I thought the same thing. We think a lot alike, huh? Ça dure un petit moment, alors on vous la mettra sur le groupe. C'est un vrai bonheur parce qu'on voit très très bien la danse qui se met entre les deux. Ce petit, il a guère plus de 1 an hein, et il sait déjà tout faire de la conversation. Il est complètement synchronisé à son papa et ils ont vraiment des choses en miroir et on voit qu'ils sont confortables, que le niveau d'énergie du corps est confortable chez les deux et qu'il y a beaucoup de plaisir partagé. C'est pour que vous voyez à quoi ça ressemble, hein, parce que si on ne voit pas et si on ne ressent pas ce que c'est que cette synchronie dyadique, avec les gros mots qu'on met nous les petits là-dessus, évidemment c'est plus difficile de le mettre en œuvre. Alors pourquoi se synchroniser, c'est vraiment, vraiment important pendant le confinement? En fait, c'est parce que c'est ça qui donne le sens de la sécurité dans notre espèce. Hein. Le sens de la sécurité se construit donc dans les premières années de la vie, dans cette danse qui se met en place. Ça vient de nos expériences d'accordage affectif. C'est inconscient et préverbal, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, on peut le conscientiser, mais globalement, on le fait sans réfléchir en fait. Hein. Et évidemment, c'est l'organisateur principal de notre stratégie d'attachement. Alors, on parle beaucoup de l'attachement et de la relation d'attachement. La relation d'attachement, c'est une stratégie relationnelle que l'on met en place, qu'on apprend au cours des premières années de la vie et qui a pour fonction de nous protéger hein, quand on a besoin d'aide notamment. Donc, c'est une stratégie qui s'active sous stress
La stratégie d'attachement, c'est cette certitude, quand elle est sécure, qu'on va recevoir de l'aide à chaque fois qu'on en a besoin, que cette aide va venir des autres. Et donc ça se construit sur la base de la synchronie dyadique. Et donc, pourquoi se synchroniser est important pendant le confinement? Parce qu'en fait, dans le confinement, nous sommes tous isolés. Et que cet isolement social, c'est en fait le pire des dangers pour notre espèce humaine. Hein, on est une espèce tout à fait particulière puisqu'on vient au monde, on n'a pas de carapace, pas de poils, pas de griffes, pas de dents pointues, pas de vitesse extraordinaire. En fait, on est un petit peu des vermisseaux en venant au monde. Mais on a un super pouvoir, et le super pouvoir, c'est le lien social et la grégarité, en fait. Donc forcément, l'isolement, c'est un danger important. Et de fait, pendant le confinement, nous sommes désaccordés, désynchronisés, et du coup, ça peut être perturbant pour beaucoup de gens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors après, ce n'est pas une injonction, c'est une suggestion. On utilise le verbe falloir, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, l'idéal, c'est de recréer des activités, des situations qui nous permettent de nous accorder et donc de renforcer le sentiment d'être engagé socialement avec les autres et de percevoir l'accordage affectif et interactionnel. C'est pour ça que dans l'histoire des hérissons, Lucie, la grande sœur, trouve la solution en faisant en sorte que toute la famille fasse les mêmes activités de façon collaborative. Comment faire? Alors, une des premières choses, surtout en moment de stress, ça va être de respirer ensemble. Ce matin, mon conjoint est tombé, il s'est fait mal et il était un peu en état de choc. Plutôt que de parler, j'ai plutôt synchronisé ma respiration sur la sienne et puis je suis restée là le temps qu'il se remette, et le fait de respirer calmement à côté de lui a permis de se calmer plus vite. Une autre idée que j'ai et puis qui est évidente en fait, c'est que privilégier des moyens de communication qui utilisent la vidéo, comme là aujourd'hui on a, parce que finalement là je vois les petits mouvements de tête de Virginie et ça m'aide bien. C'est ça, c'est-à-dire que c'est plus facile d'être en synchronie avec quelqu'un si on voit son visage, ses yeux, la direction de son regard, même si c'est pas parfait. Que quand on n'a que au téléphone. Et notamment pour les enfants. Pensez bien que pour les enfants, c'est beaucoup plus difficile de se synchroniser quand c'est au téléphone. C'est pour ça que les tout-petits sont rarement très intéressés par les appels téléphoniques. Chanter ensemble, ça marche très très bien parce que ça calme le système nerveux. Alors, vous pouvez faire de la chorale, vous pouvez faire ce genre de choses, mais sinon, simplement mettre la musique que vous préférez en famille quand vous sentez que tout le monde en a un peu marre, la mettre bien fort et tout le monde chante à tue-tête, ou faire des chants de colonies de vacances. De choses. Danser ensemble, c'est pareil, on n'est pas obligé de faire des grandes chorégraphies de danse classique, mais simplement de se défouler, faire des mouvements ensemble. Tout ce qui est sport, qui va être collaboratif, va aider. Donc jouer au ballon, au tennis, faire du vélo ensemble, ça synchronise nos cerveaux dans le mouvement. Le mouvement calme toujours le système nerveux. Alors, je dis du vélo parce que nous, à Luxembourg, on peut encore sortir faire du vélo. En France, apparemment, c'est plus tout à fait possible, et je ne sais pas pour la Belgique. Donc, il faut peut-être réadapter mes conseils au pays en fonction du confinement. Jouer ensemble, évidemment, tous les jeux reposent sur une synchronie. Donc, ça va de faire coucou marionnette pour les tout petits, à jouer à je te tiens, tu me tiens par la barbichette, à tous les jeux Pictionary, etc. pour les plus grands. Jouer des percussions, de la musique ensemble, si vous êtes musicien, n'hésitez pas, ça va vraiment contribuer. Mais simplement faire des rythmes, demander aux enfants, voilà, moi je fais un rythme, toi tu répètes mon rythme, etc. Ça va déjà aussi permettre de se sentir ensemble et que le système nerveux se calme. Alors, les effets de ce type de synchronisation, ça va nous permettre de nous mettre en accordage affectif avec les autres et donc de calmer le cerveau. Et donc, de façon vraiment corporelle, éprouver un sentiment de sécurité et d'appartenance. Et ça a pour effet qu'on a moins d'anxiété, moins de dépression et moins de comportements et d'émotions difficiles, particulièrement pour les jeunes enfants, en fait. Alors, un exemple évident que vous avez tous vu de synchronie spontanée, comme quoi chez l'espèce humaine, ça se met en place spontanément, c'est les applaudissements le soir pour les professionnels de santé. C'est quand même des centaines de gens qui se synchronisent en rythme. Alors, à la fois pour soutenir les personnels soignants et leur rendre hommage, bien entendu, mais aussi parce que c'est bon pour eux, en fait. Et c'est bon pour l'être humain que de se sentir en communauté et en lien, même séparés. Voilà, moi, ce que je voulais vous dire sur tout ce qui est connexion émotionnelle. Et puis, je vais laisser la parole à Virginie qui va vous parler un peu plus de la mentalisation.
Alors, déjà, je vais un petit peu vous poser pourquoi j'ai choisi d'aborder la question de la mentalisation. C'était évidemment pour rebondir sur ton propos, Alexandra, et faire suite, puisque pour pouvoir donc se synchroniser avec son enfant, l'adulte doit aussi pouvoir être disponible, pouvoir avoir une capacité à imaginer le monde de son enfant disponible. Et pour cela, eh bien, on va essayer un petit peu d'expliquer ce qu'est la mentalisation et quels sont un peu quel est le contexte dans lequel l'adulte va pouvoir imaginer le monde de l'enfant. Donc, j'ai posé une définition rapide qui n'est pas exhaustive, mais qui nous semblait claire. Donc, mentaliser, c'est une forme d'activité mentale, puisque c'est une fonction relationnelle qui va essentiellement se situer dans notre imaginaire pour pouvoir se penser soi-même, penser l'autre, imaginer ce que l'autre a à l'esprit. À quoi ça sert? Eh bien, justement, ça sert à percevoir et interpréter le comportement des autres et leur intention. On va également essayer de mieux comprendre ou de comprendre dans la relation le besoin de l'autre, son désir, qu'est-ce qu'il souhaite faire, où il en est dans sa relation. J'ai souhaité particulièrement parler des adultes parce que comme nous l'avons vu dans la vidéo, papa est disponible, en tout cas l'homme qui est présent sur la vidéo est disponible, il est motivé par être en relation avec son petit, il ne semble pas activé émotionnellement, et donc la relation est plutôt positive. Donc une mentalisation efficace, comme il est écrit sur le document, favorise une relation. Quand une personne est disponible, c'est le cas donc de ce monsieur dans la vidéo, c'est le cas des parents du petit hérisson le lendemain, quand ils se sont reposés, quand les esprits se sont calmés, qu'ils ont retrouvé un équilibre affectif, ils sont plus disponibles, ils sont un peu curieux pour savoir comment faire dans la relation pour que ça se passe plutôt bien, en capacité d'accueillir le point de vue de l'autre. Voilà, lorsque l'autre peut percevoir une volonté d'engagement, c'est-à-dire quand on est face à un adulte que l'on sent disponible, comme quand Alexandra, que je vois à l'écran, sourit, je me dis, voilà, ça a l'air positif, du coup, ça m'aide à moi aussi à me réguler, c'est une synchronie et c'est aussi une mentalisation de ma part, puisque je ne suis pas très activée, je suis encouragée par son engagement, donc a priori, je mentalise plutôt positivement. Et il est bien essentiel pour moi de bien vous spécifier que cette relation-là, elle concerne notre propre capacité à imaginer l'état d'esprit de l'autre. On peut peut-être passer à la vidéo suivante. Le lien entre la mentalisation et l'attachement. Comme Alexandra vous le posez, l'être humain naît très immature et il n'est pas capable tout seul, les petits-enfants notamment, ne sont absolument pas capables de réguler tout seul leurs émotions. Donc, quand ils sont activés, agacés, quand leur corps est un petit peu tendu, c'est effectivement à nous les adultes que revient la difficile tâche parfois de pouvoir réguler nos enfants, les calmer, remettre un peu de sens dans ce qui se passe, comme le petit Léo par exemple, qui est agacé, n'arrive pas à se réguler, va voir les uns et les autres, a des blessures au bout de son nez, mais qui d'abord sont dans son corps, il se tend, puisque le petit enfant ne peut pas du tout imaginer, oh là là, mon parent est très occupé, très fatigué, surchargé mentalement, donc il faut que je me calme. Les petits-enfants ne sont pas du tout capables de faire cela. Et de même, j'ai rajouté, l'adulte reste soumis à l'effet du stress puisque lorsque nous sommes stressés, nos capacités à pouvoir solliciter notre fonction intellectuelle supérieure, prendre le temps de réfléchir sur ce que l'autre vit et sur ce que je vis est complètement altérée. Nous ne sommes plus tout à fait capables de bien percevoir l'autre lorsque nous sommes stressés et c'est biologiquement, c'est lié à une autre activité biologique. Voilà, principalement, c'est ce que tu mettais sur la synchronie dyadique. Quand le stress impacte la mentalisation, et le processus de mentalisation est fragile, puisque c'est ce que je vous disais, dès que nous sommes activés affectivement et émotionnellement, on a du mal à savoir un petit peu ce que l'autre veut dire ou veut faire. On a tendance à interpréter, à mettre des hypothèses sur l'intention, et même l'intention de nos enfants parfois. L'on peut avoir l'impression que nos enfants cherchent à nous ennuyer, cherchent à nous agacer, ne veulent pas nous laisser travailler. Ça, c'est parce que nous-mêmes ne sommes pas en capacité de voir que nos enfants ont juste besoin parfois d'attention, même quand nous-mêmes nous ne sommes pas disponibles. Que se passe-t-il chez nos hérissons?
C'était très intéressant les premières images illustrées, puisque l'on voit bien le papa qui est très stressé par son travail, par son télétravail, qui a les yeux complètement activés. Il ne réussit plus non plus à se tourner pour voir son petit et essayer au moins d'établir un contact visuel, ce qui fait que le petit se sent peut-être tout seul. Effectivement, l'attention de papa à ce moment-là ne peut pas du tout imaginer que son petit a besoin de lui. Malheureusement, il se détourne de l'attention, il se détourne de son petit et le petit donc ne peut absolument pas se réguler. Maman également est stressée. Je crois que vous avez tous vu un petit peu l'analogie aux surcharges mentales que nous pouvons tous et toutes vivre en ce moment. Et effectivement, lorsque l'on est en surcharge mentale, eh bien, notre capacité à imaginer l'autre est relativement réduite puisqu'on est centré plutôt sur nos réussites. C'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer quand j'ai noté donc les 4 axes sur lesquels on va essayer d'évaluer la qualité relationnelle et la capacité à mentaliser. Ça va être notre capacité à percevoir ce qui se passe à l'extérieur de soi, par exemple, et ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce que vit l'autre? Qu'est-ce que vit mon enfant quand il m'interpelle et m'accroche 3 fois en me disant « Maman, viens » alors que je suis en train de préparer la visio, là, tout de suite. Les comportements, réactions automatiques et contrôlées, eh ben, ça va être réaction automatique, une réaction très simple. Ce que je peux dire à ma fille, par exemple, ça va être « Oh là là, mais tu cherches vraiment à m'ennuyer ». C'est absolument pas réel. Ma fille est juste très contente et a juste très envie de voir comment ça se passe. J'ai juste fermé la porte parce que je n'étais pas disponible. Notre compréhension de l'autre sur le plan émotionnel et cognitif, c'est vrai que j'ai pas vraiment pris le temps de me demander ce qu'elle allait traverser, ma petite fille, à ce moment-là. Mais j'étais trop centrée sur avoir besoin d'être connectée avec vous et avoir, moi, du plaisir, tout simplement. Ma motivation était tournée vers partager ce moment. Voilà. Voilà, super. Des pistes pour retrouver sa mentalisation. Donc, j'ai repris un exercice qu'un monsieur qui s'appelle Stéphane Faure, qui dirige un établissement qui s'appelle Eutimia, qui est centré sur la méditation de pleine conscience, donc diffuse, et je trouvais ça plutôt clair. Donc, la technique du stop, c'est-à-dire, stop est un sigle en fait, hein, ça veut dire suspendre le moment que l'on est en train de traverser, essayer de se retourner vers soi-même pour comprendre un peu dans notre corps, dans notre émotion, dans nos idées ce qu'il y a, s'observer soi-même, c'est-à-dire prendre le temps de se reconnecter, et surtout l'idée c'est de ne pas majorer notre état dérégulé en allant se juger, s'attaquer, se dire qu'on n'est pas une bonne maman, un bon papa, qu'on n'assure pas, que nos enfants ne vont pas s'en sortir. Il est vraiment important de stopper ça. Concrètement, effectivement, on conseille régulièrement de s'éloigner, de prendre un temps de pause, cigarette, café, chocolat. Stop, exactement. Un stop mentalisant. Faire un break. Appeler une amie aussi, ça peut aider effectivement à retrouver une activité. Observer son corps, il est très important, comme les petits hérissons qui s'est piqué le bout du nez, les perturbations émotionnelles, elles sont d'abord dans le corps avant d'être ressenties dans l'esprit, et il est très important de pouvoir aussi se retrouver dans son corps et repérer nos indices qui nous font dire que là on n'est plus disponible pour être engagé relationnellement, et qu'il est nécessaire que notre stress baisse pour permettre à nos parties supérieures, c'est-à-dire nos cortex préfrontales, que ce cortex qui nous sert à imaginer le monde, imaginer l'autre et être d'accord pour réfléchir à deux, puisse à nouveau refonctionner. Puisque, rappelons-le, en état de stress, ce sont plutôt nos parties limbiques, nos parties postérieures qui sont activées, et donc ce monde imaginaire de l'autre n'est plus possible et n'est plus accessible. Et puis, on rembobine. Ça, ce sont des techniques vraiment liées à la thérapie basée sur la mentalisation. Je salue d'ailleurs Martin Debanet et toute son équipe pour ces merveilleux travail. Donc, l'idée, c'est de faire un stop, de rembobiner l'événement dans son esprit pour voir à quel moment ça a déconné, à quel moment on s'est perdu de vue, qu'est-ce qui est venu me perturber pour que je ne sois plus disponible dans la relation. Se reconnecter avec ses compétences. Moi, j'ai plutôt l'intention dans la vie d'être une maman plutôt connectée à mon enfant. Je sais que je suis capable de le faire. Ma valeur est plutôt positive, mais parfois, je suis complètement à côté. Donc, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir agir pour me reconnecter à moi, et cela peut constituer une vraie motivation à pouvoir ressembler à qui l'on souhaite être dans la vie aussi. Voilà. Je rajouterais que cette dernière partie, c'est un peu ce que fait la maman hérisson quand elle se couche le soir. Absolument. Quand elle arrive enfin à se poser, hop, d'un seul coup, elle se rend compte que son petit s'est peut-être vraiment ennuyé toute la journée. Et c'est là qu'elle rembobine et que probablement il y a des effets de la mentalisation qui sont mis en place et des choses où elle va pouvoir choisir d'agir
plus en accordage avec qui elle veut être en fait et ses valeurs. Exactement. Accordage affectif finalement à elle-même et à l'autre. Et on voit bien que papa, c'est la même chose. Une fois qu'il est calmé, que sa source de stress a disparu, que le télétravail est éteint jusqu'au lendemain, cet homme, j'ai envie de dire, est capable de mentaliser, là en fait, je suis complètement absorbée par mon travail, je ne sais plus me reconnecter, je suis moi-même un peu emprisonnée finalement par cette activité et je me rends bien compte que mon petit bout, il s'est piqué le nez toute la journée et que puis dans son corps, ça n'allait pas bien. Avec l'espoir qu'on arrive du coup à rendre réalisable le souhait du petit loulou. Oui. A priori, ça fonctionne. Le lendemain, tout de même, tout le monde réussit à se coordonner, à se synchroniser. On saluera la brillante imagination et adaptation de l'adolescent, qui est vraiment l'un de nos pourvoyeurs de soins le plus magnifiques parce qu'ils ont une spontanéité, une adaptabilité merveilleuse. Et je tenais à leur faire un petit clin d'œil. Oui, parce que c'est Lucie, la grande sœur, qui trouve la solution. Absolument. Voilà, on a fini au travers de cette petite histoire de vous présenter des choses qui nous semblaient peut-être intéressantes à explorer dans ce temps de confinement pour soutenir la famille dans ces moments de stress. Et puis, si on veut, on a un petit temps d'échange pour des questions. Je voulais en profiter pour ajouter une petite chose. C'est vrai qu'en tant que parent, quand on télétravaille, il y a une énorme pression. Il y a une énorme pression de la part de nous-mêmes parce qu'on se dit est-ce que j'en fais assez? Est-ce que c'est assez bien fait? Est-ce que c'est ça qu'on attend de moi? Il y a souvent une pression de la part de nos managers, de l'entreprise parce que c'est pas forcément encore une habitude pour tout le monde. Et on a l'impression que les parents qui télétravaillent, ils font rien ou ils en font moins. Et en fait, quand on discute avec les parents qui télétravaillent, ils se rendent compte qu'ils en font beaucoup plus en termes de charge horaire, en termes de charge de travail, parce que justement, ils veulent aussi prouver quelque chose. Donc, pour nous, parents, c'est important aussi de se dire, je respire. Est-ce que la charge de travail que je fais dans la journée, est-ce que j'en fais pas trop? Quel temps je prends pour moi et aussi pour les membres de ma famille. Et ça, c'est important d'y réfléchir parce que c'est tout un système de croyances que j'ai sur moi, sur ma capacité, sur la charge qu'attendent les autres de moi et d'être aussi vigilant et bienveillant par rapport à ça. Parce que si je suis vigilant par rapport à ça, je vais pouvoir plus facilement travailler cette mentalisation et accorder du temps aux membres de ma famille, quel que soit leur âge. Parce qu'on parle des enfants, on parle des ados, mais il y a notre conjoint aussi qui peut... Il y a nous. Et oui, et puis il y a nous-mêmes qui peut en avoir besoin. Donc je pense que c'est vraiment important de faire attention à ça et que ça peut être un moment privilégié, ce confinement, pour regarder quelle est la croyance que j'ai sur la qualité de mon travail et sur ce que je pense que les autres attendent de moi ou pas, et de pouvoir lever aussi ces exigences. Ça me permettra d'être plus en lien avec les autres. Oui. On a une question de Camille dans le chat qui demande si la synchronie dans les activités au sein de la famille Hérisson peut aussi être stressante car il n'y a pas de place pour l'intimité des moments seuls pour soi. Alors, tu veux que je commence, Virginie, ou ok, tu rebondis sur ce que je rebondissais. En fait, c'est tout le problème. C'est-à-dire que on va dans la synchronie. En fait, on n'est pas synchrone tout le temps. Même dans les interactions maman-bébé tout petit, on n'est pas synchrone tout le temps. Les bébés, même tout petits, 2 mois déjà, à un moment donné, ils vont dire « Oh là, moi, j'ai besoin d'un break ». Et ils vont détourner le regard. Et ils vont nous envoyer ces signaux où ils disent « Bon, moi, j'ai besoin de me retrouver un petit peu tout seul avec moi-même. Est-ce qu'on peut faire une pause, maman ?» Et si nous, en tant que parents, on ne s'accorde pas à ça, en fait, on est dérangeant aussi. Donc, la synchronie, elle se fait dans la connexion, évidemment, mais elle se fait aussi dans le besoin de déconnexion de l'autre. Et donc, c'est toute une question de cette négociation qui va se faire et qui se fait par les différents moyens de communication, c'est-à-dire que vous allez recevoir des signaux de vos enfants qui disent j'ai besoin d'être connecté là, il faut remplir ma tasse affective, ma batterie elle est à plat, ma batterie émotionnelle est à plat, il faut que tu m'aides maman. Et là il va falloir se connecter parce que sinon de toute façon ils vous laisseront pas tranquille. Et puis il y a aussi des signaux que vous pouvez envoyer très clairement en disant oui tu vois là on a passé un bon moment pour jouer avec toi, maman elle a besoin maintenant de faire une petite pause, est-ce que c'est ok pour toi d'aller jouer
un peu dans ta chambre. Pendant ce temps-là, moi, je vais m'allonger parce que je suis vraiment fatiguée. Donc, on peut… Et c'est le montrer dans son corps, en fait. Hein. Vous pouvez vraiment… moi, je vois mon fils, bon, il est grand maintenant, mais depuis tout petit, il me dit « Oh là, maman, là, tu as l'air fatiguée ». Ce qui montre bien qu'il regarde les signaux. Et tous les enfants font ça. Hein. Ils vont regarder les signaux sur le visage des parents et sont capables de les interpréter. Donc, on peut se synchroniser pour se déconnecter aussi et avoir des temps pour soi. Tout le monde a besoin de temps pour soi, en fait, les enfants aussi. Donc, il n'y a pas de… Voilà, c'est simplement pouvoir le communiquer et penser que les petits ne pourront pas le faire tout seuls. En fait, il va falloir les accompagner dans la compréhension de ces signaux et de cette synchronie et de la régulation émotionnelle. C'est la seule particularité, en fait. Est-ce que toi, tu voudrais rajouter quelque chose, Virginie, par rapport à ça? Non, j'avais envie juste de rebondir sur des petites choses très simples. Je crois que la théorie d'attachement a pu aussi nous apporter. C'est-à-dire que la régulation émotionnelle, c'est aussi ce qui va pouvoir permettre aux petits de s'éloigner et d'aller jouer, d'aller explorer, d'aller faire une expérience. C'est parce qu'ils ont ces retrouvailles avec le parent et cette synchronie que justement, ils vont pouvoir aller vers l'extérieur aussi. Et plus on aura des moments, c'est comme un peu une marée, j'ai envie de dire, ou quelque chose de l'ordre d'un océan, c'est-à-dire on se rapproche, on se synchronise, on est ensemble, et puis on va explorer un petit peu pour revenir tranquillement. Il y a quelque chose de l'ordre d'un rythme. Et il est central en tant que parent que nous régulions aussi en nous séparant de nos petits, en ayant de l'intimité, en nous régulant, parce que c'est ce qui va justement permettre cette capacité à mentaliser et justement permettre que l'on puisse mettre en action et être disponible pour ces activités à but de synchronisation. Alors, je dis ça un peu techniquement, hein, la synchronie, c'est quelque chose qui va se faire en général très intuitivement, mais parfois, on se met aussi en marche forcée. C'est-à-dire, là, on va décider qu'on va se poser pour faire un repas ensemble, dîner ensemble, et ensuite, chacun pourra regarder peut-être une petite vidéo, parce que franchement, regarder des séries pour ados pendant 45 minutes, franchement, j'ai pas envie. Faut être clair. Par contre, je vais avoir plaisir à partager un repas, discuter des échanges qu'elle a pu avoir, et puis on se resépare parce que on n'est pas toujours dans le confort à être tout le temps ensemble. Alors moi, je vais apporter une anecdote de ma vie personnelle parce que ce sur quoi j'aimerais rebondir, c'est que la synchronie, même quand elle est un peu forcée, c'est quand même ce qui nous fait du bien. Même si on a besoin de temps de pause. Et je me rappelle une fois où j'étais en formation, donc j'avais tout un groupe à gérer, c'était une formation en anglais, donc je devais traduire en instantané en anglais toute la journée, j'étais vraiment au bout du rouleau. Et puis, les organisateurs avaient prévu un repas le soir et tout ça, et je disais à la coformatrice, moi, j'ai pas du tout envie d'y aller, j'ai besoin d'un temps pour moi. Et alors, elle me regarde du coin de l'œil et elle me dit « Oui, mais tu dis ça, et puis à chaque fois, tu dis ça, et puis en fait, tu y vas quand même. Et puis quand tu rentres, tu es vraiment contente d'avoir passé ce moment-là. » Et alors, je me suis fait « Oh, elle me saoule un peu à me faire ça morale. » Et je me suis quand même un peu forcée parce que je suis bien élevée, donc j'ai été invitée. Et en fait, effectivement, j'ai passé un super moment avec toute l'équipe qui était là. On a fait un jeu avec des mots. C'était vraiment très, très drôle. On a rigolé, mais on a ri à en pleurer. C'était un fabuleux moment de partage. Et en fait, je suis rentrée, j'étais mieux qu'en partant. J'étais plus énergétisée d'une certaine manière et je me suis endormie calmement parce que j'avais eu tout ça. Et pourtant, je sais que j'avais vraiment pas envie d'y aller au départ. Donc, il y a aussi ces aspects-là. Oui. C'est peut-être là où on voit que lorsque nous sommes activés émotionnellement, fatigués ou que le stress prend le dessus, finalement, on a des schémas de réponse ou des habitudes de réponse, des choses automatiques où l'on va peut-être se recentrer sur soi, pas avoir envie de se connecter. Et effectivement, c'est intéressant que peut-être cette personne soit venue te chercher. Oui. Après, ce dont on parle là, évidemment, est coloré en fonction de l'histoire relationnelle que vous avez eue depuis votre enfance. Et là, on va repartir sur la théorie de l'attachement. Et c'est vrai que sur certaines personnes qui ont appris dans les moments de détresse émotionnelle qu'il ne fallait pas aller vers les autres parce que les parents n'étaient pas disponibles et qu'il fallait se débrouiller un peu tout seul, alors sous stress, vous avez peut-être plus besoin que d'autres de vous mettre en retrait à ces moments-là. Et ça se respecte aussi. Ça se respecte. Parce que c'est ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Oui, je voulais rebondir là-dessus, sur le besoin de chaque individu.
et qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes. Et si les autres membres de notre famille, à un moment donné, ont un vrai besoin de connexion et que nous, on n'est pas prêts, on peut aussi postposer de quelques minutes, d'un certain temps, cette connexion en disant « Ok, j'ai entendu ta demande ». Et avec les enfants, c'est important de dire « Je reviens vers toi dans 10 minutes, dans un quart d'heure, dans une demi-heure » pour que l'enfant puisse s'organiser. Il sait qu'il a été entendu et il sait qu'il y aura une réponse un peu plus tard. Voilà, la solution idéale, elle n'existe pas, mais on peut… En dessous de 3 ans, mettre sur pause. En dessous de 3 ans, c'est peu réalisable. Au-dessus, bien oui, c'est pour ça, ça dépend de l'âge de l'enfant. Au-dessus de 3 ans, on peut commencer à le faire. Déjà qu'il y ait une mentalisation en germe chez l'enfant, qu'on appelle la théorie de l'esprit d'ailleurs. Hein. Et ça, c'est à partir de 3 ans qu'on le voit se mettre en place développementalement. Est-ce qu'on a d'autres questions peut-être, Jocelyne? Non, je n'ai pas d'autres questions. Ok. Oui, vous pourrez de toute manière toujours laisser vos questions dans le groupe Facebook Permanence Famille. Voilà. Et vous avez également le site internet qui est permanencefamille.online où vous pouvez avoir des consultations individuelles. Mais là, c'est payant. Et où vous retrouverez aussi la vidéo des différents lives et les supports qui vont avec, donc les PowerPoint et les petites histoires, etc. Voilà. Merci beaucoup. À tout le monde. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.